Coucou tout le monde. On est en petite compagnie, donc je vais présenter rapidement tout le monde. Abdel, que vous avez l'habitude de voir dans ses émissions, qui est plutôt spécialisé sur la partie technique. Il est développeur lui-même, avec des connaissances en monétique. Il bosse pour Starknet aujourd'hui. Il vous expliquera un petit peu plus en détail sur quoi il travaille en ce moment. Et un nouvel invité, Victor, qui lui aussi bosse pour Starknet maintenant, avec une petite particularité, c'est que il vient du bas, il est comme nous, il vient de la communauté et puis en participant, ben, il a réussi à se décrocher un petit job là-bas. Donc lui, son rôle aujourd'hui, ça va être de nous distribuer un petit peu d'opium, puisque souvent ces formats ont tendance à être un petit peu trop tech. Et j'espère que tout le monde va bien dans le chat. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien, ça va très bien et merci beaucoup pour l'invitation. Je m'en souviens, il y a 2 ans, genre je regardais les lives du coup, enfin les premiers lives avec Capet et Abdel et même avant Starkware, même pendant le début de mon début dans l'écosystème Starknet. Donc je voyais le live, c'était juste après les Starknet CC à Paris et là La c'est belle drôle. époque. Ouais, bah, la belle époque et là c'est drôle de me retrouver dans un live comme ça La aujourd'hui. boucle est bouclée, yes. Bah oui, mais c'est comme ça que ça démarre. Du coup, commençons par toi, Victor. C'est quoi ton rôle aujourd'hui au sein de Starknet? Et avant Starknet, tu faisais quoi du coup? Du coup, moi, je suis un ecosystem manager chez Starkware. Le but, c'est de parler à toutes les équipes qui sont intéressées à bosser avec Starknet, mais aussi de parler avec des gens qui veulent juste trouver un taf en Cairo, par exemple, dans l'écosystème. Donc, je parle avec eux, je rentre en DM avec eux. Le but, c'est vraiment de faire du onboarding de dev, de founders, de trouver des idées et d'aussi donner des idées aux gens. Et du coup, bah, ça, c'est mon premier focus et bah, je suis chez Starkware il y a 1 an et demi, donc ça fait depuis décembre 2023 et avant ça, j'étais dans un labo, qui s'appelle Quasar Labs, qui est aussi encore aujourd'hui sur Starknet, ils font de l'infrastructure. Surtout, ils ont beaucoup contribué à Madara, qui est, un séquenceur open source qui est, je pense, qui va possiblement être utilisé par Paradex, mais on pourra en D'accord. parler plus tard. Ouais. Mais ça, c'est un labo qui a commencé aussi en début 2023. Et avant ça, bah, j'étais à l'université. Ouais. Starkware, c'est quand même c'est mon premier taf, enfin, dans une grosse entreprise. D'accord. Et tu faisais quoi en crypto avant d'arriver dans tout ça? C'est quoi ton bien, on va dire, t'es développeur, t'es plutôt community manager, c'est quoi ton truc? Du coup, j'ai commencé un peu dans le dev. J'ai commencé directement avec le Cairo parce que j'ai même pas fait, enfin, je connaissais Solidity et tout, mais j'ai commencé directement avec le Cairo parce que, du coup, le début de mon parcours en crypto, c'était, je faisais du volontariat pour, la conférence THCC. Donc j'ai fait D'accord. mon 1er volontariat, le THCC 4, j'ai fait la 5 et la 6 aussi et je pense que c'était la 4 ou la 5e, mais du coup, j'étais, au front desk. Et du coup, tu t'occupes à donner les bracelets à tout le monde et à dire bonjour et tout. Et du coup, il y a Louis Gutmann qui rentre. Et il y a Louis Gutmann qui me demande, voilà, tiens, je perds mon bracelet, j'ai un talk dans 20 minutes. Et, et je m'en souviens, j'avais vu un podcast de Louis Gutmann où il expliquait les Starks et il expliquait Starknet. Et du coup, je l'ai reconnu et je lui ai dit, eh, tiens, j'aime beaucoup ce que vous faites et tout, c'est très intéressant. Et il m'a dit, et il nous a dit à l'époque, apprenez le Cairo, c'est un conseil financier. Alors, learn Cairo, it's a Oui, je financial. m'en souviens. Je m'en souviens de cette époque. Et du L'époque coup, Goldé, ouais. Où Starknet était très, 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 très hype, très attendu à l'époque, effectivement. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc ETHCC, la plus grosse conférence Ethereum dans l'Union européenne, on va dire. Et accessoirement, dans la même foulée, il y avait toujours les conférences Starknet aussi. Donc, généralement, tu faisais l'un et pour les plus OG, tu faisais l'autre. C'est là-dessus qu'on s'est rencontrés aussi avec Abdel IRL notamment. Et du coup, bah, il m'a dit ça, je me suis mis à apprendre le Cairo. Je suis pas allé hyper loin, je me suis un peu focus très rapidement plus sur, l'infrastructure, donc moins sur les smart contracts, mais plutôt sur l'infrastructure qui power, Starknet et surtout sur les Starks. J'ai beaucoup aimé cette idée, c'est genre Starknet, c'est un peu le black sheep de tout en tant que scaling engine de Ethereum et du coup, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé, genre la confiance que tu prends comme ça et bah, pour scaler le réseau et dire: «Non, on va pas faire, copier le VM, On on va». t'entend pas, Abdel. Vous m'entendez pas? Ah, c'est bon, là, on t'entend. Ouais. Et On je t'entend. disais à Victor, explique ce que tu veux dire par black sheep, parce que je pense que les gens comprennent pas ce que tu veux dire. Moi, je comprends ce que tu veux dire par ça, mais explique ce que tu veux dire par là. Du coup, parce que, en gros, pour scaler Ethereum, ce que Starknet a fait, on a créé, ce qu'on appelle la Cairo VM. Donc c'est pas de l'EVM, tu n'écris pas des contrats en Solidity sur Starknet,
il y a un nouveau langage, du coup, c'est le Cairo, mais on settle quand même sur Ethereum. Et la raison pour laquelle on a inventé une autre virtual machine, c'est parce qu'on voulait vraiment scaler. On voulait scaler avec des Starks. Et les Starks, c'est un goût d'algorithme ZK qui est très particulier parce qu'il est quantum resistant. Il a pas en gros, il requiert pas des trust assumptions. De cérémonie. Voilà, exactement. Et du coup, pour aussi faire usage de cette technologie de ZK, il faut aussi créer sa propre Cairo VM, sa propre VM. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé la Cairo VM. C'est pour ça qu'il faut créer des smart contracts en Cairo aujourd'hui. Mais ceci grâce à ce black sheep, cet autre chemin qu'on a pris, qu'on est le ZK Rollup le plus peu cher aujourd'hui. Et le plus performant, ouais. Pour ceux qui nous écoutent, c'est des choses qu'on a l'habitude de répéter, mais pour faire très court, en fait, se séparer de la machine virtuelle d'Ethereum, forcément, c'est se séparer d'une partie de l'écosystème, mais c'est aussi repartir sur de très bonnes bases et les affiner. Et on le voit que dans l'écosystème aujourd'hui, c'est cet environnement-là qui a été créé de toutes pièces par l'entreprise Starkware qui propose les meilleures performances. Par contre, on le sait, c'est ce qui a fait que ça a mis un petit peu Starknet de côté. Et du coup, on va pouvoir avoir l'occasion d'en discuter parce qu'il y a eu une première initiative qui était Kakaro ZK EVM pour apporter le VM. On sait maintenant depuis 3-4 jours que Extended, qui est un DEX perp et bientôt DEX spot, va ramener de l'EVM aussi. Donc j'ai bien envie que tu nous parles de ça pour commencer, pour la mettre directement en bouche. Est-ce que c'est un sujet que tu maîtrises bien, toi, Victor? Et surtout, quel est l'intérêt de faire de l'EVM pour Extended et quel est l'intérêt pour la communauté de passer par cet écosystème EVM? Alors, Extended, ils sont l'EVM en sorte où tu peux encore utiliser MetaMask sur leur projet, mais ils utilisent Starknet comme en ce moment, ils sont sur StarkEx. Donc d'abord, il faut le clarifier. Et ils sont en train de faire une migration de StarkEx vers Starknet. Du coup, dans un mois, on aura Extended les perps sur Starknet Mainnet, qui rapporte aussi d'autres types de produits, vu qu'il y a beaucoup plus de composabilité. Mais du coup, tu peux encore utiliser ton wallet MetaMask, tu peux aussi utiliser ton wallet argent, mais Extended utilisera Starknet en tant que settlement layer. Ouais, tu peux dire un peu plus sur l'équipe aussi. Ouais, on va en parler. Juste pour les termes techniques, donc StarkEx, c'est une ancienne technologie créée par l'entreprise Starkware. Donc que vous comprenez bien, Starknet, c'est un nouvel écosystème crypto qui a été créé par Starknet. Ils ont fait différents produits. StarkEx fait partie de ces produits. Et par exemple, on a DYDX V3 qui tourne sur un StarkEx. On a le DEX de Bybit Apex Pro qui tourne sur un StarkEx. On a Extended qui, dans sa version originale, tourne sur un StarkEx. Et justement, ils vont se séparer de ce produit-là pour aller directement sur la stack technique de Starknet. Quel est l'intérêt de se séparer d'un StarkEx pour Starknet? C'est pouvoir se décentraliser, s'interconnecter avec l'écosystème Starknet. Ça permet quoi de faire cette passation? Alors, ils veulent utiliser un réseau. D'abord, ils veulent utiliser un réseau ZK. Et ensuite, ils ont vu les différents réseaux ZK. Ils se sont dit, bon, nous, on veut choisir quelqu'un qui est surtout Stage 1. Du coup, ça, c'est Starknet, mais aussi quelqu'un qui a un coût de transaction très, très, très peu cher. Quelque chose d'autre qu'on a avec Starknet qui arrive aussi maintenant dans la prochaine version, c'est des pré-confirmations. Donc, pour le end user, c'est le temps où tu es devant ton écran et tu as exécuté ta transaction, pour toi, c'est beaucoup plus rapide. Donc on parle de quelle rapidité? C'est quoi le avant et le après? Du coup, la rapidité, c'est plutôt 0,5 secondes qu'on a en tête en ce moment. Et du coup, ça ramène 500 millisecondes pour les préconfs. Voilà, pour l'end-user. Ok, et pourquoi pas plus bas? Qu'est-ce qui nous empêche de faire des préconfs de 10 millisecondes, par exemple? J'ai pas la réponse technique. Je peux prendre ça si tu veux. Prends la main, Abdel. Ouais, et en gros, il y a pas mal de considérations pour ça. Premier élément, tu vois, sur Starknet, nous, la promesse, c'est d'avoir vraiment la possibilité de faire du gros compute on-chain, là, ce que tu peux faire nulle part ailleurs. En fait, le truc, c'est que si tu veux garder cette promesse, il faut toujours penser au ce qu'on appelle le worst case scénario, le scénario le pire.
Ce qui se passe, c'est que dans les réseaux EVM, ceux qui descendent à moins que ça, genre 50 millisecondes, les bases, 250, les mégabytes, ouais, voilà, etc. Eux, en moyenne, leurs transactions sont beaucoup moins complexes. C'est la plupart du temps des transferts, des swaps, etc. C'est pas des transactions qui sont gourmandes on-chain, donc ils peuvent se permettre de faire des préconfs aussi basses. En fait, si tu veux garder la promesse de pouvoir faire des gros calculs on-chain, tu peux pas descendre trop bas parce que dans le pire scénario, tu as des transactions qui vont prendre plus de temps à exécuter que le temps de la préconfirmation. Donc, tu vas préconfirmer des choses. Ça voudrait dire préconfirmer des choses avant même de les avoir exécutées, si tu veux. Ce qui est dangereux parce qu'après, tu peux te retrouver à plein de transactions qui le user croit qu'elles vont passer. En fait, non. Tu vois, après, ça veut dire dans les apps, niveau UX, il faut bien gérer ça en termes d'erreurs et compagnie. Ça peut être un peu dangereux. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est aussi de ne pas recréer de mauvaises expectations quand le réseau sera décentralisé, avec une potentielle dégradation trop forte des performances quand ça sera décentralisé. C'est pour ça l'idée, c'est d'y aller un peu en douceur, décentraliser, voir les performances qu'on a quand on est décentralisé, et après, potentiellement, redescendre dans la foule. Ouais. Donc, que vous compreniez bien, ceux qui nous écoutent, c'est vrai que Starknet fait des choix de pas rentrer dans le jeu des autres acteurs, qui est d'être sur une architecture centralisée le plus longtemps possible, avec un rognage sur la décentralisation, la censure, la sécurité, etc. Vous essayez de faire les choses dans l'ordre, ce qui était un peu aligné avec Ethereum, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Exactement. Et d'ailleurs, je suis content qu'on voit un petit peu ce renouveau de l'appel. Donc, le mec, par exemple, il y a quelqu'un dans le chat qui dit brassage de vent purée. Ben, c'est quelqu'un sans doute qui s'en bat les couilles de la décentralisation de sécurité, comme la majorité des gens. C'est fine. Mais nous, je ne suis pas ça, mais je vois un appel de plus en plus fort de la communauté sur ça à nouveau, notamment grâce à des acteurs comme L2Bit. Je tiens à souligner leur travail qu'ils ont fait récemment. Ouais. Je ne sais pas si tu as suivi récemment, ils ont fait une recatégorisation complète de tous les L2, justement pour commencer à cut de bullshit et à présenter de manière plus claire les compromis que font certains L2, juste pour être plus rapide, plus fast, etc. Mais en fait, avec une dégradation forte de la sécurité. Donc ça, j'espère qu'il y a vraiment ce côté back to fundamentals où en fait, on va se dire, OK, si tu veux faire juste de la fast TradFi, OK, bah en fait, juste fais un fichier Excel ou un truc centralisé, mais c'est pas de la blockchain, c'est pas un truc qui est résistant à la censure et compagnie. Donc nous, on a choisi de ne pas céder à la tentation et de garder ce chemin, mais en ayant dans notre catégorie, avec de niveau de sécurité et de décentralisation, les meilleures performances possibles qui existent. C'est Starknet, et j'aime bien parce que Eli le dit de plus en plus, c'est la seule chaîne qui est scalable tout en étant vérifiable de manière succincte, c'est-à-dire sur des petits nœuds, etc. C'est période. Il n'y en a aucune autre existante au monde qui a ce niveau de scalabilité avec autant de vérifiabilité. C'est vrai que Zik et Sync, on les entend plus du tout. Hein. Ouais. Ils sont morts dans le film. Polygon Maiden, c'est non existant. Ils ont spin-out de Polygon, la ZK-VM, tu as vu les grosses annonces majeures de Sandeep, ils ont déprécié la ZK-VM, qui devait devenir le fer de lance de Polygon, et qui en fait ils vont shut down. Donc c'est marrant, toutes les acquisitions, je ne sais pas si tu te rappelles, mais ils avaient fait des acquisitions de grosses teams, notamment ZK-VM, Maiden, elles ont toutes soit shut down, soit spin-out de Polygon. Et du coup, Maiden, c'est quoi? C'est rebrand Maiden? C'est ce que ça a donné? Non, il s'appelle toujours Maiden. Non, c'est juste Maiden. Ouais, c'est juste. Mais c'est plus Polygon. C'est plus Polygon. Et leur tech est très cool, hein. Franchement, ils font des trucs très stylés. La privacy, c'est vraiment pareil. La privacy, je pense que c'est une grosse narrative qui va revenir en force bientôt, et je pense que c'est important. Ok. On t'a coupé, pardon. Tu nous parlais des nouvelles mises à jour sur Starknet qui arrivaient. Donc, tu parlais des préconfirmations qui vont nous permettre de baisser, on va dire, la latence perçue par l'utilisateur. Parce qu'au final, c'est une préconfirmation, c'est pas une finalité, mais l'utilisateur s'en fout parce que lui, ce qu'il veut, c'est que quand il fait une transaction, un swap, peu importe, ça aille vite. Il y a quoi d'autre comme grosses actualités qui arrivent? Je vais leaker un petit peu, par exemple, en bridge, etc. Il y a quoi qui va arriver sur Starknet? Oui, bah alors par exemple, en termes de bridging, on est en train de voir maintenant pour faire une intégration Hyperlane. Hyperlane. Oui, ça arrive très bientôt. Mais c'est pas encore live, mais on est en train de bosser dessus aujourd'hui, actuellement. Et ça permettrait quoi du coup? Ça permettrait de faciliter le bridging, ça permettrait de faire venir des nouveaux types de jetons sur les applications sur Starknet comme Ecubo, Avenue, etc. Oui, mais tu t'ouvres l'écosystème à des tokens d'autres écosystèmes, et ça ramène une autre communauté, ça ramène surtout de la liquidité. Donc de façon générale, Hyperlane est une update très très bullish qu'on attend il y a longtemps, mais on bosse encore aujourd'hui pour l'avoir très bientôt. Parce que moi j'ai une question. Je pré-shot le chat, j'en parle dans des émissions en off de mon côté.
c'est qu'aujourd'hui, les écosystèmes AMM, DEX et compagnie de Starknet, t'as que quelques tokens de Bitcoin et de l'écosystème Starknet et basta. Ça manque de RC20, ça manque de jetons Solana, etc. On voit, du coup, les deux plus gros DEX qui sont en train de se construire chez vous, je les nomme du coup Paradex et Extended, qui nous annoncent chacun un marché spot. Pourquoi ils attendent? Qu'est-ce qui leur manque pour avoir ce marché spot, justement? C'est bridges, c'est des nouvelles briques techniques du côté de Starknet. Il leur manque quoi? Oui, alors c'est surtout le bridge. Ce qui est intéressant avec Extended, par exemple, c'est qu'eux, ils bossent directement avec RhinoFi, donc le bridging, l'un des services de bridging. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est que juste à travers Extended, tu peux travailler avec 6 autres réseaux, donc 6 différents réseaux, mais quand même avoir ton engin d'exécution sur Starknet. D'accord. Mais les pairs, j'ai une question pour vous les gars, parce que moi je suis pas si super calé en DeFi avancé comme ça, etc. La majorité des pairs, ils travaillent pas avec des synthétiques, c'est pas vraiment, donc t'as même pas besoin de bridge techniquement. Peut-être que je dis de la merde, mais c'est pas des synthétiques la plupart du temps sur les. Il me semble qu'ils s'appuient sur des prix d'oracle, oui, et après. Ouais, c'est ça, c'est des synthétiques. ils T'as font pas. des- Ouais. Ouais, bien sûr. Mais moi, pareil, je suis pas très calé là-dessus, mais c'était plutôt sur le marché spot. En fait, Ah oui, d'accord, sur le marché spot. les gens, ouais. en gros, comment dire, les gens qui farment actuellement Paradex, pardon, Paradex et Extended, tu vois, ils ont juste à déposer des USDC d'une manière ou d'une autre, ou passer par les bridges intégrés et le faire. Mais il y a plein de gens comme moi qui n'utilisent pas ces produits-là, qui font uniquement du spot, et du coup qui n'y vont pas parce que il y a pas de. Ouais. Et tu vois, se pose la question, pourquoi Starknet n'a pas Layer 0 ou Portal ou toutes ces autres bridges? C'est quoi qui l'en empêche et comment on peut aller plus vite dans ce sens? Historiquement, ce qui nous empêche, c'est le fait de ne pas être VM, tout simplement. Comment ça se passe? Je vais vous dire comment ça se passe quand tu parles à ces acteurs-là. Ils ont un backlog, donc une liste des projets intégrés. De base, Starknet part toujours avec un handicap parce qu'il n'est pas EVM. En gros, le projet, Layer 0, etc., il va avoir le choix entre changer une configuration d'un RPC URL pour intégrer 50 chains EVM ou faire un travail custom pour intégrer Starknet. Et souvent, le choix est fait pour eux. La marge de manœuvre qu'on peut avoir des fois, c'est soit tu joues le jeu d'avoir donné beaucoup plus d'incentives que les autres, etc. C'est par exemple, potentiellement, je pense que c'est la technique que Sui a fait et compagnie, qui fait qu'ils ont pu malgré tout avoir des intégrations beaucoup plus rapidement que nous, alors qu'ils sont arrivés plus tard. Mais grosso modo, on part avec un handicap du fait de ne pas être compatible EVM, forcément. Là, on vous parle de trucs qui arrivent. Il y a des choses que je ne vous mens pas, qui sont dans les coulisses depuis quasiment presque 2 ans. Qu'on est en discussion avec Team, etc. Donc, c'est pas qu'on n'essaye pas, il faut être très clair là-dessus. On fait tout notre possible pour avoir ces intégrations le plus rapidement possible. On sait très bien que c'est un truc qui handicape fortement Starknet de ne pas avoir toutes ces intégrations. C'est un travail de longue haleine. C'est juste, t'es pas obligé de me répondre, mais quand ils te disent on peut le faire, mais ça coûte 5 millions, tu lui dis tu toucheras pas mes 5 millions, quoi, en gros. Si tu caricatures l'extrême, c'est un peu ça, ouais. En gros, si tu vas voir. Non, parce que cet écosystème, c'est ça, hein. Cet écosystème, c'est ça. Hein. Je parlais avec un projet, alors c'était rien à voir, mais il parlait avec une grosse boîte de stablecoin. Et les gars, ils leur ont pas donné l'heure, ou ils leur ont dit oui, on le fait, mais ça va te coûter plusieurs millions. Je dis, mais je brûle pas ma trésorerie pour avoir votre truc, en fait. Ok. Par exemple, dans les deals qui sont un peu publics de gens qui ont fait ce jeu-là et qui potentiellement se mordent les doigts, t'as ZK qui a fait beaucoup de ce jeu-là avec toutes les AppChains qu'ils ont signées. Il y a des projets comme Pudgy Penguin, etc. Ils ont dépensé des gros chiffres, à 7 chiffres pour les avoir. Ouais, bien sûr. Au final, les mecs, ils ont lancé leur token sur Solana en plus, tu vois, c'est ça le pire. Donc, ouais. Ouais, je comprends totalement. Et du coup, Kakarot, ZK EVM et le VM sur Starknet, c'est plus à l'ordre du jour ou... Là, on a Sto actuellement. Qu'est-ce qui manque à Kakarot, ZK EVM pour venir se plugger et que Starknet devienne un émulateur EVM? La volonté de le faire, je dirais. Donc, en gros, ils ont revu leur stratégie, leur focus, etc. C'est plus du tout dans leur priorité. C'est même pas quelque chose qu'ils considèrent activement aujourd'hui. Donc là, ils sont en train de... Bon, ça serait bien que tu les reçoives à l'occasion, comme ça ils pourront expliquer peut-être un peu leur vision, etc. Ça serait mieux que ça vienne d'eux. Mais ouais, en gros, ils sont dans une réflexion pour toujours garder la tech Kairos, tout, les Stark, mais potentiellement faire autre chose. Mais voilà, ça serait bien que pas de souci. Par rapport à apporter de l'EVM chez Starknet, et Abdel, je suis sûr que tu as aussi plus à commenter là-dessus, mais c'est Rosetta.net. Et surtout MetaMask qui pourrait arriver très prochainement sur Starknet. Ouais, mais donc ça, d'accord, c'est pour la partie wallet. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est la partie jeton.
comment on peut aller taper dans l'écosystème Ethereum de manière plus ou moins native, interopérable en fait, tu vois. Parce que je vois que Mais les bridges aujourd'hui ou IBC. Ouais, que les bridges. Ouais, exactement. Il y a les bridges à IBC. Pour ramener les jetons, si on parle juste des jetons et pas de ramener des applications VM. Le nerf de la guerre, c'est ça. Ouais. En gros, en fait, le nerf de la guerre, ce serait si ça arrive sur Uniswap et que ça arrive sur Velodrome du côté de Base, ça doit arriver instant chez vous. Et que les DEX type Extended et compagnie, ils aient accès au choix direct et qu'ils puissent le lister en spot direct. Comme ça, les gens, ils vont pas bridger ailleurs, tu vois. Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est qu'on vienne bridger chez toi et qu'on reste chez toi. Et c'est là où Hyperliquid a été très fort, tu vois. Parce que aujourd'hui, Arbitrum est quasiment une passerelle pour aller vers Hyperliquid. Pour te dire à quel point c'est violent, tu vois. Du coup, pour la partie EVM d'Extended, je vous relance sur ce sujet-là parce que je maîtrise pas totalement le sujet. Ils nous ont annoncé qu'ils vont avoir de l'EVM dessus. Je vais afficher la doc à l'écran. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette annonce qui a été faite il y a quelques jours, si vous êtes en capacité de me répondre? Alors d'abord, je dirais que ouais, les users, ils peuvent trade avec leur wallet préféré, en gros. J'ai pris en note les alphas les plus bullish que j'ai par rapport à Extended, donc je peux directement les dire ici. Mais Bien en sûr. gros, moi, je suis très bullish sur Extended. D'abord, c'est une équipe ex-Revolut, donc ils sont très, très, très professionnels. Ils font ça très, très bien. Et aussi, ce qui est cool, c'est qu'ils ramènent des assets TradFi sur Extended. Ils ramènent aussi up to 100 fois de leverage, plus de 5 ans de crypto pairs. Et de façon générale, ce qui est aussi cool sur Extended, c'est qu'ils ont une API. Et donc, s'il y a une équipe qui voudrait peut-être faire, tu vois, qui voudrait prendre les contrats perps d'Extended et de créer un nouveau produit, créer un wrapper autour de ce produit, ils peuvent le faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire avec un wrapper? Donc, par exemple, tu vois, Extended, c'est le perps classique, tu vois, c'est l'interface classique. Mais si tu veux parler à d'autres users qui n'ont aucune idée de ce que c'est le Web3, tu pourrais faire une application mobile, par exemple, où tu gamifies les perps, où tu rends les perps beaucoup plus accessibles. Et tu peux faire ça en utilisant leur API qui est aujourd'hui public. Tu peux parler directement avec eux et ils sont très, très contents aussi de parler aux gens qui veulent construire ce genre de choses. Un exemple concret, justement, exactement, cet exemple-là, comme ça te permet aussi de parler de Wolfpack League, la plateforme. Exactement, ça illustre bien ce que vient de dire Victor sur le côté, un truc qui est intéressant dans Extended, c'est le côté, ils ont une API et les gens peuvent builder des applications qui utilisent leur API pour se plugger sur leur perp engine. Donc ça, c'est un exemple concret, si tu cliques sur le lien. Et Victor, je vais te laisser commenter. Et c'est full gratuit, t'as pas besoin de payer des trucs pour pouvoir construire par-dessus. À mon avis, tu dois parler à l'équipe pour te mettre d'accord avec une situation de revenue share. Parce qu'en gros, ton produit, c'est un wrapper autour d'Extended. Donc, tu peux parler à Extended et leur dire, tiens, vu que moi, je suis un nouveau port d'entrée à ton produit, eh bien, je vais prendre peut-être 20% de l'ATX ou enfin des choses comme ça. J'ai pas des chiffres en tête, mais c'est surtout quelque chose auquel tu dois parler ou bien te mettre d'accord avec Extended. Mais tu peux utiliser l'API aujourd'hui. Pour clarifier ce que dit Victor, tu peux build de manière permissionless, etc. Mais si toi, tu veux générer des revenus avec l'application que tu builds avec l'API, là, il faut discuter business avec eux. D'accord. Si tu veux faire un truc... Ok, pour la partie revenu. Ouais. Pourquoi moi, je peux pas, prendre mon cut et puis ensuite envoyer la requête? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi je parle de ça? Parce que le sujet, c'est quoi? C'est Hyperliquid. Qui sera le next Hyperliquid? Tout le monde parle d'Hyperliquid. Qui va voler la couronne à Hyperliquid. Et Hyperliquid, leur prochaine grosse mise à jour, c'est de dire, si tu as, je crois, 1 million de hype, ce qui fait 36 millions de dollars à peu près, tu vas pouvoir construire ton DEX en marque blanche par-dessus et prendre 50% des frais. Par contre, le ticket d'entrée, il coûte un gros paquet de fric. Tandis que là, le ticket d'entrée, il est free. Le ticket d'entrée, c'est... Tu vois? Alors, tu n'as pas la même liquidité, par contre. Mais Oui, non, le ticket d'entrée, c'est littéralement, tu vas parler aux gens, tu te mets dans un groupe Telegram avec les gens qui taffent sur ça et tu parles et vous créez un projet ensemble. Donc, c'est vraiment hyper simple. Mais là, ce que tu montres, c'est un nouveau site qu'on vient de lancer il y a quelques jours. En gros, c'est un site de bounties. Donc, c'est un site où on donne l'opportunité à vraiment n'importe qui, même tout le monde qui est dans le chat aujourd'hui, de contribuer à la création de contenu sur Starknet. Donc, par exemple, on a beaucoup de bounties en ce moment qui sont sur, il y en a un, c'est film vidéo
qui explore Endure. Donc Endure qui est un protocole de risk-taking sur Starknet. De la création de contenu sur ce genre de protocole était rewardé sur ton content. Mais tu peux publier tout un tas de bounties. Tu peux faire surtout ce qu'on a mis aussi ici, du coup, construire des applications. Et l'application qu'on a et qu'on vient d'en parler aussi, c'est de construire une V0 d'une mobile app qui gamifie les perps, donc qui rend les perps hyper accessibles à tout le monde. Et ce qui est aussi intéressant avec ce bounty en particulier, c'est que tu n'as même pas besoin d'être un développeur Web3 en théorie, parce que vu que tu fais un rapport, tu pourrais même être une équipe fintech, TradFi, mais juste qui est très chaud à faire des mobile apps, de faire de la finance digitale. Eh bien, tu peux très simplement construire un produit qui sait parler aux users, mais qui dans le back-end va utiliser les perps. Et les perps, ils ne touchent pas du tout. Tu ne touches pas du tout au Cairo. C'est Extended qui s'en occupe. Alors j'ai une question, je me mets en situation. Le mec qui veut gratter des sous. Là, tu vois, faites une vidéo pour parler de Paradex. Comment ça se passe? Je fais une vidéo, je peux la faire en français, par exemple, et je la submite, et si elle est validée, ça tombe? Alors, comment ça se passe? Tu peux la faire en français, à la condition que tu mets des sous-titres, enfin c'est un petit détail, mais des sous-titres en anglais. Et du coup, en effet, on a mis, il y a un petit message écrit due in 25 days. Mais ça, ensuite, tu submits le lien de ta vidéo. Donc, par exemple, si tu la mets sur YouTube, sur Twitter, si tu as fait un stream Twitch, tu la mets en lien ici. Et ensuite, on choisit les meilleures vidéos, ceux qui sont les plus créatives ou les gens qui ont fait, qui sont vraiment passionnés. C'est un contest, exactement. Ouais, c'est un contest. Ok, ouais, c'est intéressant. Ok, j'ai envie de parler de la roadmap de Starknet, rapidement. Vous nous parliez du coup d'une prochaine mise à jour, c'est la 0.14. Donc on voit mempool, il n'y avait pas de mempool avant? Ah bah non, puisque tu avais qu'un séquenceur centralisé. Donc au final, dès que ça arrivait, vous preniez la transaction, vous l'ajoutez. C'est ça? Je vois. Distributed Sequencer Architecture. Donc on va parler décentralisation justement. Aujourd'hui, l'intégralité de l'écosystème Ethereum, il tourne sur des séquenceurs centralisés. À part peut-être Taiko qui fait du base rollup, mais autrement, c'est que du séquenceur centralisé. Vous allez avoir un réseau de séquenceurs décentralisés. On peut tous devenir séquenceurs. Combien il y aura de séquenceurs? Comment ça va se passer? C'est en plusieurs étapes, mais vas-y, je te laisse dire. Ouais. Du coup, comme dit Abdel, c'est en plusieurs étapes. On ne peut pas, d'un jour au lendemain, décentraliser le réseau comme ça. En termes de numéro de séquenceurs, j'ai pas un chiffre en tête en ce moment, mais j'ai entendu une fois que c'était peut-être entre 500 et 800 séquenceurs. Mais c'est vraiment, c'est pas fact-check, donc ça vaut qu'une idée que j'ai en tête. Mais là, du coup, le processus de la décentralisation du réseau, elle se fait graduellement. Et du coup, la prochaine update, ce sera la première étape, entre guillemets, de run plusieurs séquenceurs qui, jusqu'à maintenant, ils seront run par Starkware. Mais à terme, dans le futur, c'est que le but, c'est que la communauté elle-même puisse run des séquenceurs aussi ou participer au sequencing des blocs sur Starknet. Et là, on a une étape intermédiaire qui est déjà live, où il y a les validateurs, donc il y en a une cinquantaine, je crois, qui génèrent des attestations. Donc, ils ne créent pas les blocs, mais ils génèrent des attestations pour attester que le bloc est correct. Donc, c'est aussi une étape qui vient vers là. Notamment, on a par exemple Binance qui a activé ça il n'y a pas longtemps, qui sont validateurs. Je pense qu'ils sont même troisième maintenant de validateurs en termes de staking sur Starknet. Et on a ces validateurs qui font des attestations. On a par exemple sur le dashboard c'est sur quel dashboard qu'on a la vision des attestations? C'est dashboard.endure.fi. Ah oui, c'est ça. Non, il n'y a pas de E à la fin. Voilà. Ok. Donc là tu vois les époques et les attestations des blocs. Donc on commence ça là, tu vois, c'est pas que de la théorie là. On s'approche de plus en plus. Là, les validateurs qui sont là, maintenant, ils génèrent des attestations. Ils n'ont pas juste un rôle passif où c'est juste staker leur token. Là, ils ont un rôle actif. C'est-à-dire, ils exécutent les blocs, ils font les attestations, ils les signent. C'est sur le mainnet, ça? Oui, tout à fait. Et ça tourne sur quoi pour le séquenceur? C'est Malachite? Alors là, du coup, ils génèrent les attestations, donc il n'y a pas la bloc production, il n'y a pas de consensus. Donc là, tu n'as pas encore la partie consensus pour ça. C'est juste que avant, ils lançaient juste un nœud qui faisait rien. Là, ils lancent un nœud qui va signer des attestations pour dire, OK, moi, validateur de l'argent, j'atteste que ce bloc-là qui a été généré par le séquenceur centralisé de Starkware est valide. Et tous les autres validateurs le font aussi. C'est une étape. Il n'y a pas encore le consensus, bien sûr. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore Malachite. Et après, l'idée, c'est que tout soit interopérable et ça soit au libre choix du validateur de choisir son implémentation. Soit la partie consensus que nous, on fait en interne, ou soit celle d'un formal system qui est Malachite. Ouais, parce que j'ai fait mes devoirs sur Malachite.
Et aux dernières nouvelles, on voit que en fonction de si tu as 4 validateurs, tu peux taper une bonne dizaine de milliers de transactions par seconde avec une latence en dessous de la seconde. Mais dès que tu passes à 20 validateurs, tout de suite, tu n'es plus à une dizaine de milliers de transactions par seconde, mais seulement 2000, tu vois. Et là, on parle de 20 validateurs répartis à travers le monde. Donc, c'est pour ça que quand tu me dis à terme 500 ou 1000 validateurs pour les séquenceurs StarkNet, ça devient automatiquement un bottleneck de dingue, non? Il faudrait caper. De toute façon, Il faudrait je caper ne sais le pas nombre où de tu as entendu validateurs. ce chiffre, Victor. Moi, Je l'ai ça entendu il y a sera 3 jours. plutôt. Ah oui, d'accord. Non. Là, dans les dernières discussions dont on a parlé, c'est plutôt maximum 100. Ok. À la Tendermint. En gros, Ouais, entre 20 et 50, je pense. Plus ou moins ça. Parce qu'en fait, c'est juste aussi qu'on a le confort dans les L2 de ne pas décentraliser pour les mêmes raisons qu'on décentralise en L1. Là, en fait, tu augmentes juste la liveness et la résistance à la censure en faisant ça. Mais du coup, tu n'as pas besoin de 500 000 comme sur Ethereum. Parce que ta sécurité ne dépend pas de ton nombre de validateurs. Uniquement ta liveness et ta résistance à la censure. Donc voilà. C'est ça. Mais il ne faut pas qu'en contrepartie, ça détruit ta latence. Parce que je ne sais pas si vous avez creusé le sujet, mais pour les cas d'hyperliquide, tu as 21 validateurs. Un autre hyperliquide-like qui tourne sur Solana, ça s'appelle Fogo. Ok. Et aussi, ce sera 21 validateurs. Et donc, pour ce qui est d'Hyperliquid, eux, leurs validateurs sont principalement à Tokyo. Et c'est dit explicitement dans la doc. Pour des meilleures performances, mettez votre validateur à Tokyo. Pourquoi? Parce que les API des exchanges type Binance, etc., sont à Tokyo. Et c'est pour ça aussi que Paradex a son AWS à Tokyo, justement. Et dans le cas de Fogo, eux, ils vont en avoir un petit peu partout répartis à travers le monde, mais directement au niveau du consensus, tu as une règle où en fait on identifie où est l'utilisateur et on essaie de lui faire taper l'information auprès d'un validateur proche de chez lui. Il y a une colocalisation, tu vois, entre l'utilisateur et les validateurs. Et je pense que si vous voulez avoir des niveaux là, c'est de la performance à l'extrême. Mais bon, moi, j'aime pas ça. Déjà, même si tu veux partir de principe, à terme, j'espère qu'on aura de la privacy un peu partout, etc. Donc, commencer à géolocaliser les users, c'est pas forcément dans la bonne direction. Mais bon, je comprends cette quête. Après, ça peut être des AppChain StarkNet qui le font et pas vous, au final. Ouais, ça pourrait se faire au niveau des AppChain. Et d'ailleurs, à la base, Paradex, c'était un layer 3 et maintenant, ça se vend comme un layer 2. Alors ça, j'essaie de comprendre parce que à la base, c'est un surcouche de StarkNet et maintenant, c'est une chaîne à part qui est basée sur la stack de StarkNet. C'est comme un StarkNet, c'est juste que c'est un StarkNet privé. Que on fait tourner pour la petite info. Sur un séquenceur à eux. Mais c'est nous qui hostons l'infrastructure pour la petite info. Ah, c'est vous qui hostez l'infrastructure de Paradex. Exactement. D'accord. Et les deux utilisent Sharp pour le proving. Pas. Donc c'est ça, on a la puissance de Sharp, l'infrastructure de proving qui est utilisée par StarkEx, Public StarkNet et les StarkNet AppChain. Donc comme ça, c'est pour ça qu'on a les meilleures performances possibles aussi parce qu'en fait, on amortit. Donc on a Sharp. Attendez. Question dans le chat. Tu peux répéter pourquoi tout est à Tokyo? Je te mets directement l'article dans le chat. En fait, quand tu regardes les calls API pour les exchanges centralisés, on parle bien de plateformes centralisées, tu vois que Japon, c'est là où ça pulse le plus, parce que les Japonais ont les meilleurs réseaux fibre Internet au monde déjà pour démarrer. Et c'est une pratique qui se fait depuis longtemps sur le marché. Déjà à l'époque, MTGOX, la bourse de Bitcoin, c'était à Tokyo aussi, de mémoire. Et quand tu regardes ensuite, exchange par exchange, les niveaux de latence, tu peux voir qu'on a des niveaux de latence extrêmement bas sur plein d'exchanges, que ce soit Ascendex, Binance, etc. Tu vois. Les pings, on parle de 40 millisecondes ou 23 millisecondes, etc. Donc c'est pour ça que les grosses plateformes décentralisées vont essayer quand même d'hoster une partie de leur infrastructure proche de Tokyo pour avoir les niveaux de latence les plus bas possibles. C'est ce que fait Hyperliquid. Quand tu mets Hyperliquid GitHub Node, voilà. Ici, il me semble que c'est sur cette page-là. Voilà. For lowest latency, run the node in Tokyo. Ok. Et c'est aussi ce que fait Paradex. Voilà, petite considération, mais vraiment pour un cas d'usage très précis, c'est-à-dire avoir les prix les plus proches de la réalité possible, pour pas te faire niquer si jamais il y a un mouvement brusque de marché, pour les market makers et autres notamment. On a pas mal parlé d'Extended, moins de Paradex. Pour ce qui est de Paradex, t'as un petit peu d'alpha à nous donner, Victor, ou pas du tout? Oui, je l'ai écrit même dans mes notes. Donc, si vous voulez, je vous l'ai dit à voix haute. Mais apparemment, si tu détiens un Schizopunk, il y a une max supply de 600. C'est très bullish. Et ils vont aussi lancer un meme coin. Schizopunk Schizo, S-H. Ouais. I-Z-O. Schizopunk. Ouais, sans le C. Mais bon, moi, je suis moins aussi dans Paradex, mais quand j'ai demandé par rapport à des alphas, c'est ce qu'on m'a donné. Et, ouais. Ok. Schizopunk, et ça se trouve où? Sur OpenSea
Alors c'est, SH, donc il y a pas de C après le S Ouais, et tu peux mettre, Schizopunk, Paradex. ouais. On va essayer de le trouver, hein. Isopunk, ça doit être ça? Ouais, c'est ça. J'ai un Twitter en tout. J'ai un Twitter et j'ai un OpenSea. Pense à faire un Je NFA, le mets dans le chat. Victor. Ouais, NFA. Ouais. Ouais, NFA. Du coup, OK. OK. Affaire à suivre. Bah, il semblerait que le mot est passé, en tout cas. Good to know. Et donc, mis à part ça, toujours sur Paradex, moi, je fais un alpha. J'en fais même 2, en fait, parce que je suis un mec bien. On a un article airdrop sur Coin Academy pour vous expliquer comment tenter de farmer l'airdrop de Paradex. Alors, il n'y a pas de garantie, bien sûr, puisqu'on n'a pas d'infos précises sur les conditions pour être éligible, mais voilà. Et vous avez un petit lien Coin Academy pour avoir une réduction sur votre trade. Ça, c'est la première chose. Et depuis aujourd'hui, parce que je suis un beau gosse, on a aussi l'analyse fondamentale qui est sortie du projet, où on essaie de parler d'un petit peu tout. Voilà, donc produit pair, produit option, produit volt, bientôt un produit spot également. La roadmap est aussi la tokenomics, en sachant qu'ils essaient d'avoir un modèle un petit peu différent. Alors, c'est pas du hyper liquide en mode on arrose la communauté, mais c'est plutôt de se dire il y a une partie des jetons qui seront débloqués en fonction des performances sur le protocole. C'est-à-dire que l'équipe a tout intérêt à délivrer des bonnes choses pour avoir accès à plus de jetons, pour être aligné un peu plus avec la communauté. Pour ce qui est du TGE, on n'a pas de date précise, mais ça sortira probablement en fin 3e trimestre ou 4e trimestre 2025. Voilà. Et dans la foulée, il y aura ce fameux marché spot qui va tourner. Donc l'écosystème Starknet, c'est quand même en train de bien s'activer, de ce que je comprends. Je tiens aussi à dire très rapidement que, juste après la migration sur Starknet, donc public Starknet, d'Extended, ils vont aussi travailler sur la mobile app. Donc tu pourras utiliser Extended, à partir de ton iPhone. Ok, stylé. Je coupe mon petit partage d'écran un moment. Maintenant, on a bien parlé de Starknet, Paradex et tout. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de Bitcoin pour faire plaisir à Abdel? Ah, enfin, je vais savoir à quelque chose. Du coup, mais d'ailleurs, pour ce si qui est tu de veux Bitcoin. continuer dans la lancée, puisque tu as fait les articles sur Paradex et tout, tente de faire le bounty et submit une vidéo, hein, une vidéo sur la plateforme. Ouais, on verra. Bah ouais. On verra, on va voir. Ça va dépendre des priorités, mais oui, je l'ai bien noté de mon côté. En tout cas, pour ce qui est de Bitcoin, donc on a eu un petit peu de nouveau. Il y a eu un espèce de débat sur OP Return. Donc, je rappelle le cas pour ceux qui nous écoutent. OP Return, c'est un petit espace dans une transaction où on pouvait stocker des données arbitraires. Et cet espace était limité à 83 octets, donc 83 caractères finalement. Ce qui peut être assez limité si on veut faire passer, je sais pas, un gros URL par exemple, ou d'autres types de données. Et donc, on a le client principal de Bitcoin qui s'appelle Bitcoin Core, qui tourne sur un peu plus de 80% des validateurs, à ma connaissance, enfin des mineurs, qui va faire une mise à jour pour faire sauter cette limite. Des nodes, pardon. Il va faire une mise à jour pour faire sauter cette limite. Est-ce que ça débloque des choses pour vous? Alors, pour nous, oui, indirectement, dans le sens où ça débloque des choses potentiellement pour BitVM. Et comme nous, on va utiliser BitVM dans un premier temps, oui. Donc, tout ce drama a commencé avec le white paper de Citrea, qui est un Bitcoin rollup qui utilise BitVM. Donc, il y a quelques teams très strong, très sérieuses qui sont en train de travailler sur des solutions de BitVM. Moi, mes préférés, à part nous, c'est Citrea et Alpen Labs. Alpen Labs, qui est une boîte qui développe le rollup qui s'appelle Strata. Donc les deux, c'est des Bitcoin L2, hein, vous pouvez les voir que notre Bitcoin L2, et ils travaillent sur BitVM. Et dans leur paper, Citrea, ils ont publié que si jamais il y avait cette limite de return qui était enlevée, ça pourrait améliorer une partie spécifique dans BitVM. Mais ils ont bien dit, de toute façon, nous, on ne compte pas l'utiliser, on ne demande rien, etc. Ils ont juste mentionné ça dans leur paper. Et il y a un core dev de Bitcoin Core qui a vu ça et qui a dit ouais, pourquoi pas lancer la discussion, etc. Il y a Peter Todd aussi et compagnie. Et là, c'est parti en fiasco total. Il y a des rumeurs d'accusation dans tous les sens. C'est en mode Citrea qui a corrompu des core devs. Aussi, pour la petite histoire, tu as quelques boîtes comme Chain Code Labs, par exemple, qui recrutent des core devs. En fait, ils les embauchent chez eux, mais ils sont core devs sur Bitcoin. Beaucoup de Bitcoiners voient ça comme un risque. En gros, que ces entreprises-là, ils essayent de capturer le développement, la roadmap de Bitcoin, etc. Donc, Antoine, qui est un core dev français, a été sous les projecteurs énormément à cause de cette controverse, etc. C'est encore en cours. Hein. Là, on parle de quelque chose qui est encore en cours. C'est
de plus en plus intense. C'est ça qui est intéressant aussi avec Bitcoin, c'est qu'on est à ATH quasiment, c'est un truc de fou, il n'y a jamais eu de taux d'intérêt sur les institutions, les gouvernements, les Bitcoin Treasury Company qui sont le nouveau ICO saison de ce cycle. Et pourtant, il y a presque une guerre civile dans la communauté Bitcoin. Et en fait, moi, ce phénomène m'a vraiment marqué récemment. Je me suis dit, mais c'est quand même assez incroyable et tout. Et quand je compare avec Ethereum, le contraste se fait de plus en plus flagrant. Et pour le coup, je trouve que c'est une force incroyable qu'a Bitcoin d'être capable de briller même en temps de crise, en temps de guerre, quand la communauté se déchire littéralement. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible sur Ethereum d'avoir ça? Et je pense que ma conclusion est non. Parce qu'en fait, on a littéralement un exemple sur ce cycle où ça allait mal. Côté Ethereum, ça allait mal côté Ethereum. Et là, pourquoi? Là, ça commence à aller mieux sur Ethereum. Et pourquoi? Parce que tout le monde s'est mis en happy pass, on est tous copains et on avance main dans la main à essayer de shifter, pusher les narratifs tous ensemble, etc. On fait comme si tout allait bien, on est des copains. Donc, on a besoin d'un happy pass sur Ethereum qui me fait un peu peur d'un point de vue résilience. Là où Bitcoin est capable de briller en temps de guerre, en temps de crise, et en temps de guerre civile dans sa communauté. Après, c'est pas les mêmes objectifs parce que Bitcoin, il est déjà, entre parenthèses, parfait presque de départ. Fini. Exactement. 100%. Il y a beaucoup de raisons qui l'expliquent. Je dis pas que Ethereum pourrait choisir de faire la même chose. Ethereum est un peu enfermé dans ce qu'il est lui-même, de sa nature, d'une mission qui est beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus complexe, etc. de base. Et qu'on accepte que cette mission n'est pas finie. Et là, tu as cette course avec le marché qui crie « Ok, mais accélérez. Ok, nous, on ne veut pas d'une beam chain en 2029. On veut des résultats maintenant. » La peur de Solana, etc. Ça, c'est quelque chose que je débattais avec une personne de consensus qui me confirmait que là, dans les événements Ethereum, etc., beaucoup de gens parlent de Solana, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et moi, ça me fait peur. J'aime pas ça. Mais en même temps, non, mais ça, je comprends. Mais tu as vu la capacité à produire et délivrer côté Solana et la capacité à faire de la branlette intellectuelle sur Ethereum. C'est ça la réalité, tu vois. C'est-à-dire que dans l'écosystème L2, tu as Starknet. Voilà. Tu as quand même des trucs très stylés du côté OpiStack et Arbitrum. Hein, on va pas les descendre. Arbitrum, oui. OpiStack, ouais. Ouais, on aura l'occasion d'en parler. Mais mis à part ça, au niveau du L1, tu as vu comment ça s'est traîné la bite. C'est hardcore. Oui, mais il faut accepter que en fait, c'est pas un truc facile de pusher une roadmap et de se mettre tous d'accord sur un truc, parce que sinon, ça veut dire qu'il est capturable facilement. En fait, c'est juste... Si on abandonne cette promesse, en fait, Solana a déjà gagné. En fait, parce que en fait, Solana sera toujours meilleur que Ethereum sur ce créneau-là. Si on se dit, OK, on push de manière unanime un changement, on dit, OK, c'est ça la direction, c'est pas en 2029, c'est l'année prochaine. La seule façon d'arriver à ça, c'est d'être centralisé dans la gouvernance. Et en fait, tu perds la seule value proposition qui est Ethereum à la base et qui les différencie de tous les alt layer 1. Je suis désolé, moi, j'ai une opinion extrême là-dessus, qu'en fait, c'est le seul moyen de tuer Ethereum par rapport à la seule chose qui le différencie de tous les autres. Et si on va sur le terrain de Solana, Solana va gagner parce qu'ils ont déjà accepté ça. Je suis d'accord. Des builders qui sont... Regarde, tu as eu pas mal une vague un petit peu d'Ethereum OG, de core dev même qui ont quitté. Je suis là, vous inquiétez pas. Qui ont quitté pour aller sur Solana. Par exemple, Max, qui est devenu un petit peu célèbre par rapport à ça parce que là maintenant il chie constamment sur Ethereum, il est passé du côté obscur, etc. Et donc Ethereum ne peut pas gagner sur le terrain de Solana. Donc pour moi, de se comparer à Solana, d'essayer de driver la roadmap d'Ethereum par rapport à la crainte de Solana et de ce que dit le marché, je pense que c'est une erreur extrême. Mais bon, je comprends que les gens ils se disent ouais, ils sont frustrés, etc. Mais bon, pour moi, c'est le risque de perdre la valeur de Ethereum. Ouais. Bref, après, il y a des choses qui s'améliorent. Je te coupe, il y a des choses qui s'améliorent sur Ethereum. C'est juste que moi, je suis assez convaincu que ça aurait pu être beaucoup plus efficace et beaucoup plus vite et qu'ils n'ont pas fait les meilleurs choix. Très souvent, ils n'ont pas fait les meilleurs choix. Voilà, d'accord. Par exemple... Tu voulais parler de Bitcoin. Je sais pas, tu voulais me relancer sur quelque chose? Non, je voulais te demander un exemple de mauvais choix, par exemple, qui ont été faits, mais c'est pas... Tu vois, de rester à un block time de 12 secondes, d'avoir une finalité aussi lente, alors que je pense que pour la finalité, on aurait pu faire quelque chose de quand même beaucoup plus efficace. Je sais pas, pousser un wallet différent de MetaMask pour améliorer l'interopérabilité, parce que Rabi assassine MetaMask matin, midi, soir, et voilà, tu vois. Et qu'en fait, il y a plein de gens qui ne sont pas passés à Rabi parce qu'ils sont habitués de MetaMask, alors que MetaMask, c'est de la grosse merde, et que tu te fais pirater dans tous les sens. Pour des questions de sécurité, encore trop aujourd'hui, tu vois des gens qui ont tous leurs fonds sur des putains de MetaMask, pas sur des ledgers, etc., et qui disent je me suis fait niquer, je pensais rejoindre un mec dans une conversation Zoom, et en fait, il m'a niqué. Tu vois, des trucs de base comme ça, alors que du côté de Solana... je sais pas, ça chip en fait. Ça chip, ça arrête pas dans tous les sens. Moi, je suis toujours ultra impressionné. T'as vu, entre Alpenglow qui arrive, Fire Dancer qui avance,
Même côté RPC, enfin tout est fait pour essayer de baisser la latence. Même pour répondre à Hyperliquid, il y a des initiatives pour essayer de proposer des niveaux de latence encore plus bas pour pouvoir faire du full on-chain. Alors que Ethereum, je sais pas. Ethereum, c'est, tu vois, en fait, comme tu dis, c'est soit t'as Bitcoin, soit t'as des extrêmes type Solana, Hyperliquid, et Ethereum, je sais pas trop où le placer dans tout ça. Ouais, je pense que la réalité, elle est là, c'est que Ethereum se cherche. Les gens, malheureusement, le marché ne price pas assez le niveau de sécurité, de résistance à la censure qu'a Ethereum, et à cause de ça, certains sont tentés de l'abandonner. Et en fait, moi, je pense qu'il ne faut pas, mais bon, c'est toujours, on verra ce que le temps va dire et compagnie. Mais si c'est pour juste faire de la fast TradFi, moi, perso, ça ne m'intéresse pas. Après, bon, les gens veulent ça, visiblement, les gens veulent ça. Maintenant, c'est drivé que sur des use cases spéculatifs, encore une fois, pour l'instant. Après, la question aussi que tu peux te poser, c'est est-ce qu'il y a un autre use case autre que la monnaie qui nécessite un tel niveau de sécurité? Et si la réponse est non, en fait, Bitcoin suffit et les alt layer 1 suffisent et Ethereum ne sert à rien. En gros, si la réponse à ça est non, Ethereum ne sert à rien. La réponse, elle est plutôt tu adaptes ton infra par rapport à un use case. Bitcoin a une infra adaptée par rapport à son use case. Hyperliquid a une infra adaptée par rapport à son use case. Et Solana essaie d'adapter son infra à plein de use cases, alors qu'Ethereum, tu vois, quand Solana existe, parce que là, je te dis, d'ici 2 ans, Solana, on a 10 000 validateurs, et pour moi, 10 000 validateurs, c'est largement suffisant. Alors après, il y a d'autres sujets, Il y a d'autres sujets, la super majorité des validateurs, etc., évidemment, mais plus il est capitalisé et plus il est sécurisé, le protocole. Donc, Ethereum, je sais pas. Ouais, il y a Gaëtan dans le chat qui dit premature optimisation is the root of all evil. Remplace optimisation par décentralisation et je suis une partie de la réponse. Je pense que je vois ce que tu veux dire. Malgré tout, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, je pense, et corrige-moi si je me trompe, Gaëtan, que tu veux dire que, OK, il faut ship fast et on décentralisera plus tard. Donc, en gros, ce que je comprends, c'est que tu justifies un petit peu potentiellement la stratégie de Solana. Ils disent, OK, on fait les choses qui marchent et après on décentralisera plus tard. Je pense que pour le cas d'optimisation, c'est vrai. Dans le cas de la décentralisation, c'est différent parce que tout simplement pour une question d'incentive. Et vous allez sûrement me répondre à ça quand je vais finir. Ouais, mais les L2, c'est le jeu qu'ils font. Mais oui, mais sauf que c'est différent sur un L1. En gros, pourquoi j'aurais une confiance dans quelque chose qui est centralisé de base que plus tard, ils vont décentraliser, etc. Juste pour quelles raisons derrière ça décentraliserait? Si ça marche, si ça génère des revenus, si tout le monde est content, etc. Le risque de capture est trop grand depuis le début. C'est pour ça que je pense que c'est le seul aspect sur lequel tu ne peux pas être OK avec la décentralisation, parce qu'au contraire, tu as plutôt une tendance qu'il est beaucoup plus probable qu'elle se détériore au cours du temps qu'elle s'améliore. Tu vois, même pour Bitcoin, c'est un combat constant. Même Bitcoin, qui est le plus décentralisé, le plus pur, tout ce que tu veux, il est quand même à risque aujourd'hui. Et petit à petit, tu as la centralisation du mining, tu as des forces qui peuvent être dangereuses, etc. Donc, ce n'est pas un acquis, la décentralisation. Donc, si tu acceptes de plus en plus ces compromis, etc., en disant « Ok, je la raméliorerai plus tard », moi, j'y crois pas à cette théorie-là. Maintenant, c'est vrai que les L2, c'est tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on commence par être centralisé et après, on décentralisera plus tard. Mais l'impact n'est pas le même. Et aussi, on ne décentralise pas pour les mêmes raisons. On décentralisera plus tard, à part Starknet et les oui, natifs et maintenant, il y en a beaucoup qui ont abandonné complètement. Oui, mais ils en ont rien à branler. On nous dit Unichain, ils nous ont dit premier trimestre 2025, on attend. Il y a Chi, en fait, c'est de la bite. C'est de la bite. C'est juste des séquenceurs centralisés qui mangent gracieusement et qui extractent Ethereum en plus. Qui extractent fondamentalement Ethereum. C'est quand même un truc de dingue. J'aimerais qu'on parle de real-time proving, le sujet. Ethereum à terme pourrait scaler massivement, parce que là on a beaucoup critiqué Ethereum, mais on peut parler aussi du positif sur Ethereum. Ethereum pourrait à terme scaler massivement grâce au real-time proving. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est quoi l'avant, c'est quoi l'après, et ça permettrait quoi? Donc c'est quoi le real-time proving? Alors le real-time proving, c'est surtout pour scaler Ethereum et je pense que c'est pour amener le ZK au layer 1. Ce qui est intéressant par rapport à Starknet, et aussi si on reconnecte à ce qu'on a dit tout au début sur pourquoi est-ce que Starknet a créé sa propre VM, donc la KRO-VM. Ce qui est intéressant aujourd'hui, ce que tu vois avec le real-time proving et ce qu'on propose en termes de ZK, c'est que il y a beaucoup de discussions sur ramener le KRO sur la L1 et sur ramener et utiliser les Starks pour prouver Ethereum, en gros.
Donc, pour le dire autrement, déjà, qu'est-ce que c'est le real-time proving? Donc là, en fait, quand on parle souvent du trilemme de la décentralisation, on se retrouve toujours à se battre entre deux axes contradictoires, qui c'est la scalabilité et la décentralisation. Et on ne veut pas sur Ethereum augmenter le matériel qu'il faut pour faire tourner un node, etc. À la différence de Solana qui a embrassé depuis le début et qui dit ok, c'est fine s'il te faut 128 Go de RAM pour que ça soit rapide. Parce qu'après, c'est difficile de lancer un nœud, c'est pas inclusif, donc il y a beaucoup moins de gens qui vont lancer des nœuds et du coup, ça se centralise over time. Ethereum n'a jamais voulu faire ça. Maintenant, le real-time proving, c'est l'espoir d'avoir le meilleur des deux mondes dans un monde dans lequel tu aurais des acteurs spécialisés qui vont générer les preuves, mais par contre, là où on n'est pas dans les mêmes travers que Solana, c'est que tout le monde peut vérifier de manière extrêmement cheap sur des petites machines. Donc là, la différence, c'est quoi? Ethereum, tu as des blocs qui sont créés, les nœuds les réexécutent en permanence. Okay. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de artificiellement limiter les capacités. Donc Ethereum, on dit oui, c'est slow, etc. C'est slow, c'est volontaire, c'est artificiellement capé. Pour citer ton pseudo. C'est artificiellement capé parce qu'on ne veut pas augmenter l'impact sur les nœuds. Maintenant, si tu as du real-time proving, tu peux enlever ce cap parce que tu peux avoir une bloc production qui va être un peu plus centralisée parce que tu auras besoin de prouvers, etc. et potentiellement des grosses machines, mais c'est pas grave, entre guillemets, parce que tout le monde peut vérifier de manière trustless, complètement trustless, et du coup, les nœuds, ça peut rester même un téléphone. C'est Mina, hein, c'est Ethereum qui devient Mina. En fait, c'est un ZK-1 avec une preuve, etc., ce que tu vérifies sur un téléphone. C'est ça la vision, ça fait longtemps que Vitalik le dit que c'est la vision, etc., et donc, le real-time proving, c'est ça. Maintenant, c'est un challenge énorme, etc., surtout dans le cas d'Ethereum qui n'a pas, à la différence de Starknet, été conçu pour être efficace pour générer des preuves, etc. Donc, tu as plusieurs concurrentes approches pour arriver à ça. L'approche majeure la plus poussée aujourd'hui, c'est pas Cairo, c'est RISC-V, pardon, avec des gens comme RISC-0, SP1 et d'autres qui construisent des ZKVM avec ça. Et l'idée, c'est que tu prends un client EVM, tu le compiles en RISC-V, qui est une architecture de machine comme ARM ou x86, et c'est ça que tu prouves. Donc, tu as un petit peu un niveau intermédiaire. D'ailleurs, bon, sans entrer dans les petits détails, mais il y a des gens qui pushent dans leur sens. Par exemple, Red, ils ont un avantage concurrentiel énorme par rapport à ça en tant que client Ethereum parce que Rust compile très facilement en RISC-V. Ce n'est pas le cas de Java et de C#. Donc, par exemple, les clients de Consensus et de Nethermind, c'est beaucoup plus compliqué pour eux parce qu'ils ont besoin de compiler leurs clients en RISC-V pour le prouver, etc. Bref, c'est des jeux un peu politiques, etc. Ouais, parce que Rust, c'est ce qui se fait de plus performant avec le C++ aujourd'hui, de toute façon. Ouais, de toute façon. Mais c'est surtout là, c'est pas tant les performances du langage en tant que tel. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus, mais c'est plus sa compatibilité avec l'architecture RISC-V qui fait que Red a un avantage parce qu'il est très facile. Ça s'intègre facilement dans la toolchain de compilation de Red. Tu peux facilement compiler du Rust en RISC-V, là où pour d'autres langages, c'est pas forcément aussi facile. D'ailleurs, marrant parce que Red, ils publient souvent des benchmarks comme quoi ils sont les meilleurs, etc. Ce n'est pas le cas d'ailleurs, ils sont même loin d'être les meilleurs. Les deux execution layers les plus performants sur des conditions réelles mainnet, c'est Besu et Nethermind. Besu, qui est le client de Consensus, qui est fait en Java, donc il part avec un énorme désavantage et malgré tout, il tabasse Red dans les cas relevant sur le mainnet. Et ça, très peu de gens le savent. En fait, je pense que personne ne le sait parce que Red, Paradigm, ils sont beaucoup plus marketing que Consensus sur la partie protocole. Donc les gens ne le savent pas. Mais ça, je tenais à le dire parce que pour le coup, la partie protocole engineering de Consensus, ils sont beaucoup plus honnêtes sur les performances réelles. Le client de Nethermind, il s'appelle comment? Get? Non, c'est pas Get. Non, c'est pas Get. Non. Merde, comment il s'appelle son nom? J'ai oublié son nom. Il s'appelle... Ah bah ils l'ont changé, il s'appelle Nethermind maintenant. Putain, c'est ouf. D'accord, ok. Nethermind Client. Ouais, Nethermind. Ils l'ont changé. Avant, il avait un autre nom, mais bref, peu importe. En C#, ok. En C#, exactement. Et c'est les deux plus performants execution clients aujourd'hui. Bref, je digresse, désolé. Donc, c'est ça le real-time proving. Donc, ça, c'est cette approche via RISC-V. Nous, on a répondu à l'appel de Vitalik, etc. Eli a fait un message pour dire que nous, on challenge cette approche parce que même si c'est une approche qui est potentiellement viable, on pense que notre approche à nous est meilleure, c'est-à-dire d'avoir une VM qui est littéralement une ZK-VM. Mais vous séparez un peu de l'EVM. Oui, exactement. Ouais. Donc, il y a Vitalik qui a proposé des changements drastiques qui vont dans ce sens, qui dit, OK, les VM, on la jette à la poubelle et on passe sur un truc qui est beaucoup plus optimisé sur des ZK.
Bien sûr, l'impact est plus grand, il faut réfléchir à une transition, il faut réfléchir comment tu gères la compatibilité avec les anciens smart contracts. Il y a plein de challenges à résoudre, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Donc là, c'est un peu la course sur real-time proving. Tu as les gens qui essaient d'avoir les meilleurs perfs. Pour l'instant, les grands gagnants, c'est RISC-0 et SP1 qui se tâtent sur le real-time proving. Nous, on va rentrer dans la course avec Stu. Pour nous, c'est un peu plus un détour parce que on va sur le terrain de l'EVM, ce qui nous donne aucun intérêt pour nous. Là, dans les médias, on n'avait aucune volonté, mais on veut voir le genre de performance qu'on pourrait avoir avec Stu qui prouverait du RISC-V et qui pourrait du coup devenir une ZK-VM pour Ethereum. Mais bon. Ok, donc il y a quand même un projet ZK-VM ou ZK-EVM pour Ethereum. Alors, ZK-VM. Ouais, ZK-VM. ZK-VM. Ouais, ZK-VM. On est rentré dans la course ZK-VM, donc c'est public. Maintenant, tu as une liste, je pense, une vingtaine de projets maintenant. Et Starkware en a une. Il y a une ligne qui est Starkware. Il y a ZK-Sync aussi qui rentre dans le game avec, je sais pas comment ils appellent leurs clients. Bref, anyway. C'est compliqué tout ça pour ceux qui nous écoutent, ouais. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais bon, bref, c'est un peu le futur de Ethereum. Mais au risque de frustrer les gens, c'est pas demain, quoi. Ça va prendre un peu de temps pour qu'on. Ouais, non, mais c'est clairement pas demain. Donc, on va faire short. Du coup, je comprends aussi pourquoi plus se concentrer sur Bitcoin parce que pour la cam, désolé, elle chauffe, j'ai pas de solution. Parce que je pense que ça doit être très très frustrant de se dire ouais, Ethereum, il faut vraiment des choix bizarres, entre parenthèses. Ils se prennent vraiment beaucoup la tête pour des résultats qui sont pas forcément optimales et qu'en attendant, le marché continue d'évoluer et voilà. Donc Bitcoin est peut-être plus intéressant en termes de focus pour vous, hein, d'une certaine façon. Parce qu'au final, Bitcoin, il reste pur. De point de vue par rapport à nous. Alors, non, les raisons de l'expansion de Bitcoin ne sont pas liées à la frustration sur la roadmap d'Ethereum. C'est plus un côté bullish sur Bitcoin que bearish sur Ethereum, hein, clairement. D'ailleurs, cette volonté, elle prédate le sentiment négatif d'Ethereum sur ce cycle. Hein. Cette volonté, elle prédate ça. Maintenant, moi, personnellement, oui, ça m'affecte, mais voilà, je tiens à dire que c'est différent de la décision de Starkware, etc. Par rapport au focus. Nous, de toute façon, ce n'est pas des choses qui nous impactent très fortement. On peut dérouler notre roadmap, même si Ethereum ne ship pas. Là, l'état actuel d'Ethereum nous suffit largement en termes de layer. C'est quoi votre volonté finalement? Si tu devais se projeter en tant que Starknet dans 1 an, Starknet dans 3 ans, Starknet dans 5 ans. Bon, ça sert à rien d'aller sur 10 ans. C'est quoi en fait la vision? Après, on peut donner une vision personnelle chacun. Je te laisse commencer, Victor. Pour moi, la vision, idéalement, c'est déjà un layer 2 sur Bitcoin. Mais ce que je veux beaucoup voir, c'est qu'on soit l'infrastructure de choix pour rendre la vision de Satoshi sur vraiment la vision basique de faire des paiements en Bitcoin, de rendre ça possible à n'importe qui dans le monde. Et du coup, entre guillemets, indirectement, que n'importe qui utilise Starknet dans le back-end. Pour moi, ça, c'est ma vision personnelle. C'est ce que moi, je veux voir. C'est ce que je veux beaucoup voir, c'est que Starknet soit utilisé par tout le monde et que le ZK soit utilisé par tout le monde. Parce qu'il y a un tas de bénéfices sur le ZK et il y a encore un tas de bénéfices encore plus grands sur les Starks. Et du coup, ce que nous, on rapporte sur Bitcoin, je trouve ça, c'est énorme. Et si on arrive à devenir un L2 hyper performant sur Bitcoin, eh bien qu'on ramène les transactions les plus basiques et les plus rapides de Bitcoin à n'importe qui dans le monde, bien, pour moi, ça, c'est une mission accomplie. Pour ça, c'est la vision, c'est la mission. D'accord. Ouais, ok. Donc, pour moi, je vais parler un peu d'abord vision un peu philosophique pour moi et après, je vais essayer d'être un peu plus pragmatique, concret. Moi, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est qu'à terme, Starknet devienne le moteur de scalabilité de la Freedom Tech en général. Dans Freedom Tech, j'inclus tout ce qui peut empower les gens à récupérer leur souveraineté. Donc, bien sûr, Bitcoin est le plus évident. Récupérer la souveraineté en tant qu'individu sur avoir une monnaie qui nous appartient vraiment, préserver sa wealth et ne pas se faire diluer par des gouvernements qui printent de la monnaie, etc. De manière incensurable, etc. Tout ce qui va être aussi Nostr, par exemple. Je suis méga bullish sur Nostr et je pense que le ZK pourrait être très intéressant sur Nostr. Nostr, sans rentrer dans les détails, c'est Bitcoin, mais pour la communication. En gros, c'est ce qui est Bitcoin à la monnaie, Nostr l'est à la communication. Donc, une communication résistante à la censure, etc. Donc, imagine Twitter, mais en version Bitcoin de Twitter qui serait résistant à la censure.
qui est d'ailleurs très interconnecté avec l'écosystème Bitcoin et Lightning. Je vous invite à regarder, tous ceux qui ne connaissent pas Nostr, c'est vraiment très très stylé. J'y crois beaucoup dans le futur. Je pense que ça va être le futur des communications, peut-être même de l'Internet. Ça va aller plus loin, si tu veux, je t'enverrai des liens qui montrent aussi, qu'il y a une réflexion sur le côté, comment Nostr peut même rebuild l'Internet lui-même, avec un Internet qui reviendrait aux racines, avec un Internet qui serait décentralisé et qui serait résistant à la censure. Donc, il y a des gens qui ont fait des expérimentations de dingue sur Nostr, une d'entre elles qui est une connexion TLS sans serveur via Nostr. Enfin, bref, c'est des détails de geek, mais ça, quand tu comprends le truc de ça, ça veut dire un Internet sans serveur, en gros, pour la faire simple. Mais bon, je vais un peu trop loin. Donc, Starknet qui serait... Nous, on aime bien dire, c'est un moment qu'on parle de Starknet qui serait l'integrity web. Là, tu as Bitcoin qui a ramené le côté de posséder son argent et sa vie financière. Tu as aussi le côté un petit peu, la blockchain en général, posséder son identité. Et après, Starknet, c'est le niveau dessus, c'est posséder toutes les actions qu'on fait sur le web. C'est un web de l'intégrité où tout serait prouvé. Ça, c'est une vision qui, pour l'instant, les gens, ça ne leur vend pas du rêve quand on parle de ça. Moi, perso, je trouve ça incroyable parce que... Et je pense que l'IA, par contre, c'est quelque chose qui va accélérer la prise de conscience des gens qui vont dire OK, là, on va dans un monde où il y a de plus en plus de forces centralisatrices qui vont avoir un pouvoir incommensurable. C'est pareil sur l'éducation, absolument surtout. On commence à avoir des rapports de recherche sur l'impact sur la mémoire, la mémorisation, etc. Quand on utilise ChatGPT et compagnie, qui est catastrophique, qui fait peur. Et le pouvoir d'influence de ces modèles IA pour passer des messages politiques, des choses qui vont faire de la censure ou avoir des biais sur les recherches, c'est catastrophique. Donc le ZK, pour moi, ça va être la réponse à tout ça. C'est pour ça qu'à terme, je pense que Starknet et les Stark vont être incroyablement utiles pour combattre ces forces. De manière générale, le ZK, c'est une arme magique pour combattre toutes les asymétries de pouvoir entre des individus qui n'ont pas beaucoup de pouvoir et des superpuissances. Donc ça marche dans le cas de la blockchain, mais tu peux appliquer cette phrase à n'importe quel domaine. La santé, le militaire, l'IA, absolument tout. On a souvent des asymétries de pouvoir et nous, en tant qu'individu, on se fait toujours écraser. Le ZK, c'est la promesse de pouvoir récupérer cette souveraineté et de pouvoir gommer ces inégalités, entre guillemets. Donc, je pense que Starknet et la technologie qu'on bâtit de manière générale peut être vraiment quelque chose dans le futur qui est très prometteur. Et maintenant, de manière plus pragmatique, concrète, comme l'a dit Victor, pour moi, si on est capable de scaler Bitcoin pour les masses, c'est-à-dire que là, scaler Bitcoin tout en préservant la self-custody pour que ce soit facile pour les normies, etc., c'est très compliqué. Avec la compte abstraction de Starknet, etc., tu peux imaginer une expérience comme du Web 2, mais tout en utilisant Bitcoin de manière self-custodial. Donc ça, c'est vraiment une promesse qui est vraiment très importante pour moi et je pense qu'on peut avoir un rôle clé là-dedans. Après, sur un truc un peu plus pragmatique que j'aimerais bien voir aussi, c'est sur la partie consumer app. Notamment, on a un exemple aujourd'hui qui est Focustree. C'est toutes les applications vraiment mobiles à destination du grand public qui résolvent un vrai problème, qui répondent à une vraie catégorie de personnes. Donc Focustree, par exemple, leur target, c'est des étudiants. Le problème, il est simple, c'est les étudiants, souvent, ils ont un problème de concentration quand ils font leurs études, quand ils ont besoin de réviser pour des devoirs, des examens, etc. Focustree, c'est une application hyper simple qui vous permet de couper toutes les notifications de toutes les applications sur votre téléphone. Vous allez dire, je vais entrer dans une session de concentration pendant 1 heure, etc. Et ça va tout bloquer. Et après, vous pouvez... Mais tu as besoin de la blockchain pour ça ? Ça, c'est une bonne question. Techniquement parlant... ok. Ouais, techniquement parlant, là où ils en sont... l'utilisation de la blockchain est un peu artificielle. Maintenant, je ne peux pas parler pour eux de pourquoi ils auront besoin de la blockchain dans le futur. Voilà. Mais ok, oui, je capte. Ouais. Donc voilà, et ça c'est intéressant parce qu'ils ont été, c'était vraiment une démonstration impeccable de la compte abstraction. Parce que souvent on parle de la compte abstraction, ça ne parle pas aux gens. Utilisez Focustree, vous allez comprendre ce que c'est la compte abstraction. Littéralement, tu ne sens pas qu'il y a de la blockchain. En fait, la majorité de leurs users ne sont pas du tout dans la crypto. Ils ne savent même pas qu'il y a de la blockchain derrière. Donc c'est la démonstration. Ouais, c'est la démonstration parfaite. Oui, non, mais ça je comprends bien. Mais désolé, je te coupe. Parce que j'avais une autre question, mais je ne voulais pas te couper dans ton élan. Non, vas-y. Focustree, du coup, exploite très bien la technologie, mais on se pose la question de l'utilité de la blockchain. Et pour ce qui est de Starknet, dans vos deux réponses, je me pose la question, il sert à quoi le jeton Stark dans tout ça ? Pourquoi on ne peut pas faire tout ça sans jeton Stark, en fait ? Quelle est l'utilité du jeton Stark ? Est-ce que vous êtes capable de me répondre ? Les utilités qui sont communiquées, c'est tout ça, les trois habituels. Le gas fee, le gas token de Starknet. Donc, si tu génères de l'activité... Ouais, mais ça peut être BTC ou ETH, ouais, du coup. En effet. Donc, tu l'enlèves, ensuite... Ok. Les deux autres. T'es rude, mais... que je sache. Ouais. C'est-à-dire que les gens ont investi sur Starknet. À quoi sert le jeton ? Ouais. Et donc, à quoi sert le jeton ?
Ouais, les deux autres, et après peut-être que tu vas me dire que c'est du bullshit, et ça libre à toi. Les deux autres, c'est la gouvernance, et le troisième, c'est la décentralisation avec le staking, pour la sécurisation du réseau. Parce que là, pour le coup, Ouais, tu peux donc pas c'est les utiliser deux un mêmes token choses. c'est, Les deux, gouvernance et décentralisation, oui, Non, c'est la même c'est pas la même chose. chose. Bah, gouvernance, c'est plus pour la partie, la roadmap du protocole, etc. Et décentralisation, c'est plus la partie proof of stake en tant que telle. Pour Oui, la bien sûr, sécurisation. Ouais, mais bon, oui. bien sûr. Ça rentre dans le volet Non, décentralisation de manière générale, oui. mais ça fait vraiment léger. Enfin, Ah bah tiens, il y a le founder co- de Focus Tree qui répond dans le chat. Désolé, c'est pas du tout pour esquiver ton truc. Hein. Non, on non, va mais revenir c'est dessus. même pas une question colère Stark, c'est qu'on est dans un écosystème. C'est le moment où j'envoie mon pic, mais on est dans un écosystème où on dit à longueur de temps, c'est un écosystème de scammers et de grifters. Starknet a une bête de tech, et c'est pour ça que je t'invite tout le temps et que c'est toujours un plaisir. Mais à quoi il sert le jeton? Qu'est-ce qui motive les gens à jouer le jeu? Parce que sur le cas Bitcoin, Mhm. tu achètes du Bitcoin pour t'en servir de monnaie, et ça se mélange bien avec le côté mineur, parce que les mineurs, ils font tourner le réseau, ils sont payés en Bitcoin, donc c'est un cercle qui est assez vertueux. Ouais, Sur ouais. Ethereum, c'est le pétrole d'Internet, c'est pareil. Mhm. Comment Mais tu construis pourquoi ce pourquoi cercle c'est la différence vertueux? sur Solana, par exemple? Quelle est la différence entre Solana et Starknet, par exemple, dans ce cas-là? Bah justement, il y a pas de différence, à la différence que sur Solana, bah, Ouais. le token Sol, il est mis en avant de manière indispensable dans tout l'écosystème, pour la Mhm. DeFi, pour les swaps, pour toutes sortes de gas tokens. Et pourquoi ça Tandis pourrait que pas être la même Starknet, chose que pour le bah, vous token? n'êtes pas un layer 1. Vous n'êtes pas un Ouais. layer 1, vous êtes une surcouche. Et donc, Et vous êtes face à toutes sortes de concurrents qui utilisent Ether comme gas token. les L2, tu veux dire? Bah, Base, Ouais. Arbitrum, Optimism, ils utilisent Ether comme gas token. Donc, Bah, dans ce Starknet cas-là, sera un, Arbitrum, c'est encore sera un- pire, non? Arbitrum, c'est encore pire, parce que Ah non, leur mais token, c'est je juste m'en un fous token que de ce soit gouvernance. pire. Je m'en fous que ce soit pire. Non, mais Eux, je juste leur pour donne pas comprendre l'heure. que tu crées... Ouais, eux, je leur ouais. donne pas l'heure. Moi, je parle de toi. Enfin, Ouais. de Starknet, tu Moi, vois. c'est pas C'est moi que qui prends les décisions sur le token, mais oui. c'est que vous avez un bête de produit, Mhm. mais se pose la question, pourquoi je fais une acquisition de Starknet? Quel est le cercle vertueux? Ouais. Bah là, il Tout y a par simplement. exemple quelqu'un qui dit pas de redistribution de revenus égale dump only. Pour redistribuer des revenus, il faut déjà générer des revenus. Donc le problème, c'est qu'il faut fixer déjà la génération de revenus. Et donc ça passe par de l'activité sur Starknet. Donc en fait, c'est pareil. C'est le problème de chicken egg ou serpent qui se mord la queue. En fait, Ouais, par exemple, mais le revenu, il est défini par... enfin, l'activité, la ouais, génération de revenus, dans les crypto-monnaies, c'est défini par un mécanisme d'enchère. C'est l'offre et la demande. ouais, Donc, il faut créer de la demande. exactement, oui. Et pour créer de la demande, il faut qu'il y ait de l'activité on-chain. Et pour qu'il y ait de Oui. l'activité on-chain, bah, il faut qu'il y ait une utilité à avoir l'utilisation de la blockchain. D'où le succès de la DeFi, des DexPerp, etc., etc. Mais on le voit, tu vois, sur la partie gaming Web3, etc., ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Ouais. Donc, je t'ai coupé sur Focus Tree, mais tu vois, Focus Tree est sur la blockchain, très bien. Pourquoi faire? Mhm. Eh ben, je t'inviterai à inviter Gabin qui a répondu dans le chat, tu pourras lui demander. Moi, si tu veux, je peux pas me prononcer sur les applications et ce qu'ils comptent faire de la blockchain, c'est pas mon rôle aussi. C'est pas que je veux botter en touche, c'est juste que déjà je suis pas légitime, je suis pas au courant forcément de leur plan, etc. Donc ça, c'est une question par exemple à poser à Gabin qui est dans le chat, c'est l'un des fondateurs de Focus Tree qui a répondu. Ça marche. Mais tu vois, dans le chat, ça dit brûler du Starknet. Moi, je parle pas de buyback, je parle pas de tout ça. Bitcoin, il a pas de buyback. Hein. Bitcoin, il brûle pas de Bitcoin, il n'y a pas de buyback. Là, je sais, en ce moment, il y a Hyperliquid, c'est les revenus, les machins, les trucs. Moi, je parle juste d'un cercle vertueux de collecter... de collecter de la monnaie, de la redistribuer, ou alors inciter à acheter de la monnaie. Bitcoin, t'es incité à l'acheter parce que c'est un système qui est vertueux, mais qui est difficilement reproductible. Hyperliquid, bon, bah, ils ont créé un autre système, c'est par le buyback. Pour le vous, quel est le système qui serait adapté, tu vois? Moi, en fait, je me pose même la question, pourquoi Starknet n'est pas un Layer 1, à part? Ouais, je comprends. Où on se dit, vas-y, on n'est même plus limité. On peut être un L2 et tout à côté, mais pourquoi on n'est pas une belle démonstration de notre propre technologie, avec notre propre décentralisation, on va dire, et juste, voilà, venez build sur Starknet, puisque Kero is the endgame, not a financial advice. Écoute, je te pose la question, tu penses qu'on devrait le faire? Moi, je pense que oui, ouais. Ok, moi je peux pas donner de réponse, mais moi je peux te dire qu'il y a des gens de la communauté Ethereum qui ont peur qu'on le fasse. Ça c'est sûr, c'est une évidence.
Bah Et moi, je je pense pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils que sont un peu peur et qui veulent pas nous mettre en avant, etc., et qui se méfient ah bah c'est simple, c'est que si vous le faites alors qu'ils sont en train de jouer au billes avec toutes les IK EVM, ZK VM puantes à gauche, à droite, machin, bah vous faites juste Ethereum en mieux. Alors vous avez pas toute la liquidité, toute l'ancienneté, etc. Mais l'infra de base, c'est le rêve d'Ethereum en fait. Si vous faites votre L1, en fait, vous êtes l'Ethereum killer parce que la vision, vous la maîtrisez mieux qu'Ethereum eux-mêmes. Donc, vous êtes l'Ethereum killer. Moi, c'est comme ça que Ah je le ouais, vois. je comprends. Et en plus de ça, d'un point de vue token, make sense, tu vois, parce que t'es le L1, t'as ton lot de validateurs, donc t'as les gens, tu dis voilà, pour devenir un validateur, bah potentiellement il faut tant de tokens, il y a tant de rendement, il y a machin, et tu rentres dans une logique de cercle vertueux. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Je sais que, ouais, comme je t'ai dit, il y a des gens de la communauté Ethereum qui ont peur qu'on le fasse. Ouais, et puis j'ai vu Ellie un jour dire c'est pas notre priorité, mais il a pas Ouais, démenti non plus. Ellie, il est marrant comme ça quand il fait des petits trucs comme ça. Des fois, je dis, oh, calme-toi, Ellie, tu vas nous attirer des problèmes. Mais ouais, je comprends. Mais je voulais te poser la question explicitement si tu penses qu'on devrait le faire. Donc, merci pour ta réponse. Bah ouais, parce que vous êtes le Mina Killer, vous êtes l'Ethereum Killer, et ça vous empêche pas de continuer d'être un L2 pour le reste, tu vois. Et c'est juste que vous valorisez. Parce que tu vois, Hyperliquid, je te dis, c'est un aspirateur à liquidité. Vous, de la vision que vous me donnez, bah Starknet, c'est, comme tu dis, c'est... on maîtrise le ZK, qui est d'ailleurs une technologie qui plairait à énormément de boîtes Web 2, en fait. Et tu pourrais outsourcer ta tech et avoir une économie autour de ta tech, plutôt que de proposer tout le temps de la marque blanche, enfin pas de la marque blanche, de l'open source où tout le monde se sert et puis ça revient pas vers toi, en fait. Ouais. Bah moi, pour Alors, être honnête, aussi, l'un des endgames aussi que je vois, mais c'est difficile d'en parler maintenant, c'est que justement, c'est ce que je t'ai un peu hinté tout à l'heure, c'est le ZK en dehors de la blockchain. Parce que pour moi, c'est une technologie bah oui, révolutionnaire qui va changer absolument toutes les industries. pour, Et on est pour littéralement l'IA, l'entreprise la plus puissante au monde dans la partie ZK. Donc, je pense, c'est pour ça que aussi que je suis méga bullish depuis le début aussi sur Starkware en tant qu'entreprise. C'est cette expertise du ZK qui va chambouler littéralement toutes les industries. Et après, tu peux imaginer des mondes, plein de mondes dans lesquels cet outsourcing, bah, en fait, bah, le token, il peut servir tout simplement à ça. Donc, moi, je bah un parle pas de monde... ça parce que c'est pas mon rôle de parler de ça. Et moi, c'est pas forcément le sujet qui m'intéresse le plus. Mais voilà, si tu veux réfléchir à des cas d'utilisation, si tu veux une thèse simple, le ZK devient big et chamboule toutes les industries. Ok, quelle est l'entreprise la plus experte en ZK au monde? Ok, et après, tu peux faire Bah, je connais déjà la réponse. Oui, bah voilà. Moi, j'ai une autre tâche simple. Pourquoi j'irais stocker mon mot de passe, même s'il est haché sur un serveur, alors que potentiellement, avec le ZK, je peux prouver que je détiens un mot de passe et je me connecte, tu vois. Et du coup, tu n'as plus ces histoires de GAFAM qui se sont piratés 16 milliards de mots de passe. Voilà, exactement. C'est un exemple récent aussi, comme ça. Donc voilà. Mais merci pour ta franchise, ton honnêteté. Je comprends. Je comprends totalement. Mais parce que tu vois, moi, Hyperliquid, j'ai complètement raté le coche. Je l'ai raté de A à Z, mais il m'a permis de comprendre, avec Base, ils m'ont permis de comprendre que la décentralisation, c'est bien, les fondamentaux, c'est très bien. Mais tu te poses la question, il y a une use case, DeFi, d'experts, donc trading haute fréquence, réseau social, peu importe. Je mets quelle tech en face? Tu vois, Farcaster, ils sont en train de bosser sur une intégration de Malachite parce qu'il y a une use case, c'est de faire un Twitter-like on-chain, avec toutes les propriétés qui vont bien. Et ouais, c'est vrai. Et oui, j'ai donné mon avis sur le Hop Return, on en a parlé tout à l'heure avant que tu arrives. Milkways, il y a quelqu'un qui demande par rapport à ça. Et ouais, ça peut aider un petit peu pour BitVM, mais au final, ça va pas changer grand-chose, ça va juste éviter de faire des trucs bizarres sous forme d'ordinals et compagnie, ce sera un peu plus natif à Bitcoin, c'est ça que je comprends. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout, en fait, peu importe, c'est pas tant le Hop Return, donc c'est sur la question fondamentale de qu'est-ce qu'est Bitcoin. Parce que maintenant, c'est devenu deux camps. Bitcoin is money uniquement, ou Bitcoin, c'est aussi un layer de settlement. C'est pour ça que ça impacte aussi tous les L2, cette discussion, parce que c'est une question fondamentale sur la nature profonde de Bitcoin. Mais bon, ouais, va voir le replay, on en a parlé. Superbe. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Yes. Il y a Hyperlane, vous me dites que ça devrait arriver très prochainement, j'imagine dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour ce qui est de la décentralisation, ça va se faire en plusieurs étapes. Donc ça, c'est très bien, on reste aligné avec l'écosystème, c'est très clair pour moi. Moi, je vais clôturer cette vidéo pour dire que j'ai pas été très présent sur cette chaîne Capet Crypto où sera disponible la rediffusion. Mais j'ai sorti une vidéo. Je l'ai timé exprès pendant ce live pour pouvoir vous en faire le teasing. Voilà, j'ai sorti une vidéo sur l'analyse d'Hyperliquid et de ses concurrents. Donc là, on fait un gros focus sur les DEX Club. Voilà. Et dans la description, vous avez justement l'article Club War où je parle de la latence des systèmes centralisés.
Et je parle de toutes sortes de latences. Je parle de la latence des blockchains, des serveurs, mais aussi des protocoles de communication, parce que suivant ton choix de protocole, tu n'as pas les mêmes niveaux de latence. Là, typiquement, si tu fais du REST ou du WebSocket ou du FIX ou du UDP ou machin, tu n'as pas les mêmes niveaux de latence. Et ça, c'est un impact qui est important. Parce que ce que veut un market maker, c'est gagner de l'argent. Donc lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir déposer des ordres et les annuler à la plus haute vitesse possible. Ce qui est particulièrement compliqué à faire, même sur les blockchains les plus performantes. C'est pour ça que les market makers travaillent principalement sur des systèmes centralisés. Donc si on veut dire bye-bye au système centralisé, on doit être capable de proposer des alternatives sur des systèmes décentralisés. C'est ce que commence à faire gentiment Hyperliquid, c'est ce que commence à faire Lighter, le ZK Rollup sur Ethereum, c'est ce que commence à faire aussi Paradex et compagnie. Donc voilà, je fais une comparaison de tout ça sur une vidéo dédiée que je vous invite à regarder. Elle sera en description de cette vidéo. Elle est sur ma chaîne Capet Crypto. Comme je me suis absenté un bon petit moment, je m'attends à ce qu'elle bide, mais c'est de ma faute. J'ai déménagé, donc j'ai pas été très présent sur cette chaîne, mais je relance l'activité. Tu vas revenir dans le game. Ouais. Et on va revenir dans le game bien comme il faut. En tout cas, je te remercie, Victor. Tu es toujours le bienvenu avec Abdel si vous voulez justement avoir un côté un peu plus degen bullish et le côté plutôt tech, parce que je sais qu'avec Abdel, on est dans le franc sur le côté vision et tech. C'est ce que j'aime beaucoup aussi. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit like, un petit commentaire. Et ciao tout le monde.